1. Il est 20h13, on est en direct, on est sur Europe 1, c'est Europe 1 Week-end soir. Henri Guénaud est mon invité. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Je salue aussi l'arrivée de Philippe Guibert et de Charles Dornelas dans ce studio. On voulait vraiment vous entendre, je voulais vraiment vous entendre parce que vous avez publié effectivement, et vous y serez sensible Charlotte Dornelas, une tribune dans le Figaro à propos de la subjectivité des juges. Ça a quand même été le sujet de la semaine, on en a beaucoup parlé. Une tribune, vous dites les choses, Henri Guénaud. Vous dites les choses, c'est-à-dire que les juges sont-ils vraiment libres? Faut-il peut-être changer le système avant que les Français ne fassent plus confiance à leurs juges, à la justice? Évidemment, ça fait écho, je ne le rappelle pas, à la condamnation de Marine Le Pen. Alors d'abord, moi je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je pense qu'une société civilisée doit avoir des tribunaux, des juges qui jugent en toute indépendance, mais qui se mettent des limites, précisément parce qu'ils sont indépendants, et que l'indépendance, ça n'est pas la souveraineté, l'indépendance, c'est pas un absolu. C'est pas quelque chose qui est sans limite. Sinon le juge finit par faire la loi et par juger en fonction de sa seule opinion. Alors, pas moi qui ai inventé ce sujet, c'est pas la. Est-ce que les juges sont plus puissants que les politiques aujourd'hui? Ce sujet, oui. il est dans tous les débats juridiques depuis qu'il existe des juridictions, et notamment dans l'esprit des lois dans l'esprit des lois de Montesquieu, c'est dire que. Bien sûr. Voilà, on n'est pas. C'est pas quelque chose qui arrive. Est-ce que vous pensez que les juges sont plus puissants que les hommes politiques, les hommes et femmes politiques aujourd'hui? Alors, je pense que très simplement, les rapports entre la justice, la société et le politique, ils suivent un mouvement de balancier. Quand l'un s'affaiblit, l'autre prend le pouvoir et dévore celui qui s'affaiblit. Alors quand c'est les juges, bien on va vers le gouvernement des juges, mais ça ne finit pas par la tyrannie judiciaire, parce que les juges perdent toujours à la fin. Ils sont pas face au peuple en colère ou face à la politique qui prend tout le pouvoir. Les juges perdent. Donc à la fin, si les juges contribuent eux-mêmes à entretenir cette tension, ils perdront. Et on n'aura pas la tyrannie judiciaire moralisatrice des juges, on aura la tyrannie tout court, même la dictature. Enfin, l'histoire en est pleine. Alors le plus grand exemple de notre histoire sur lequel on ne réfléchit jamais assez, c'est la fin de l'Ancien Régime et la Révolution. La phrase n'est pas de moi, elle est de François Mitterrand, mais elle est très juste. Il l'a peut-être empruntée d'ailleurs à quelqu'un d'autre. Ils ont détruit la monarchie, ils détruiront la République. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'Ancien Régime? Les parlementaires, qui sont des juges, qui sont pas du tout des législateurs, ce sont des juges, font la guerre à la monarchie, minent les fondements de la monarchie, qui finit par s'écrouler, et ensuite ils vont pas prendre le pouvoir, ils vont monter sur l'échafaud à la suite de la noblesse d'épée et de la famille royale. Donc et que va faire la Convention? La Convention, qui se méfiait terriblement du pouvoir judiciaire, elle va museler la justice. On se retrouve sous la Convention avec des tribunaux révolutionnaires, le comité de salut public, des lois un peu folles comme la loi des suspects, c'est-à-dire il suffit de suspecter quelqu'un de ne pas avoir été assez favorable à la République pour pouvoir le condamner, et les juges, les tribunaux normaux, ils sont mis à l'écart. Si mes souvenirs sont exacts, la Convention va même créer une cour de cassation, la première, auprès d'elle, pour bien être certain que les juges ne font que réciter la loi. Voilà. Donc c'est le plus grand risque, et c'est un risque pour tout le monde. C'est un risque pour les juges, l'institution judiciaire, mais c'est un risque pour nous tous et pour nos libertés. Moi, je ne veux pas qu'on en arrive dans cette situation où on met les juges à l'écart et où l'arbitraire des juges serait remplacé par l'arbitraire sans limite du politique. Vous savez, c'est le procès de Kafka. Un matin, on sonne à votre porte, puis on dit ben voilà, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Je sais pas, mais vous êtes en état d'arrestation. Voilà. On est au seuil d'une nouvelle révolution française quand on vous écoute, Henri Guénaud. Effectivement, c'est passionnant ce que vous dites. C'est angoissant, pardon. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 se le disent aussi. La machine est enclenchée. Comment faire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les juges sont trop politisés? Alors, je pense que il y a des juges politisés.
mais je pense que ça n'est pas le problème central. Je pense qu'il ne faut pas prendre le problème par ce biais-là. Il y a des juges politisés, d'ailleurs de toutes sortes, comme partout. Il y a des juges politisés à droite, à gauche, au centre, des juges pas politisés du tout. Alors bien sûr, il y a le syndicat de la magistrature, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ce qui nous arrive, ça existait avant que la dérive actuelle soit aussi forte. Je crois que non, il y a l'idée, le sentiment plutôt d'un pouvoir sans limite. C'est un pouvoir qui n'a de compte à rendre à personne. Je parle pas des fautes de procédure, des dysfonctionnements du système judiciaire ou des délits que pourraient commettre les juges. Mais sur le fond, sur la mise en œuvre de l'appareil judiciaire, toutes les décisions de justice, c'est-à-dire faire des perquisitions et les faire d'une certaine façon, faire la façon dont les juges d'instruction mènent font leur travail. À la fois, ils devraient être à charge et à décharge, mais on voit bien que c'est inhumain et que, c'est surhumain, quoi. La plupart sont en général à charge. Bon, la façon dont on est jugé, que ce soit en première instance, en appel, ou même la Cour de cassation, voilà, tout ça est insusceptible en réalité de toute forme de mise en cause de responsabilité. Voilà, mais comment on peut stopper ça, Henri Guénaud? Est-ce qu'on a les armes nécessaires? Moi, j'ai une conviction, c'est que d'abord il y a le législateur a sa responsabilité dans tout ça. Si le politique est dans l'état où il est, dans l'état de faiblesse où il est, c'est aussi de sa faute. Mais le législateur, on l'a laissé faire, Henri Guénaud. C'est la politique. Oui, mais le législateur, non seulement on l'a laissé faire, mais on l'a choisi. Mais c'est le politique au sens large. Mais il règne depuis des décennies dans nos sociétés occidentales en particulier une idéologie de la dépolitisation de la société, de l'économie, qui est devenue préoccupante. C'est-à-dire, une société peut pas se passer de la politique. Bon. Et la politique, ça n'est pas le droit. La politique, c'est un domaine dans lequel on prend des décisions discrétionnaires, dans lequel on marchande, on négocie, on trouve des compromis. Mais elle est absolument nécessaire. Et on rend compte. Quel que soit le type de régime, d'ailleurs, au fond, la politique n'a qu'une source de légitimité, c'est la souveraineté du peuple. Et en réalité, derrière la souveraineté du peuple, le consentement de presque tous les citoyens, parce que si une fraction d'entre eux, significative, ne veut plus consentir à obéir aux lois, simplement parce qu'elles sont les lois de la majorité, ça ne peut plus fonctionner. Voilà, donc nous avons besoin de politique, et nous avons besoin que la politique cherche le consentement du peuple. Mais tous les pouvoirs ont besoin de ce consentement du peuple. C'est-à-dire que ce qui ne va pas aujourd'hui dans le comportement de l'institution judiciaire, c'est qu'on a l'impression que elle considère qu'elle ne tient son pouvoir de rien, sauf c'est une religion du droit. On dit l'état de droit sans dire d'ailleurs ce qu'on met dedans, qui serait dans le ciel des idées pures, vous savez, dont ils seraient les porteurs. Et non, la légitimité de tout pouvoir, elle est dans le souverain. Et même dans un régime, dans l'ancien régime, vous savez, l'ancien régime, tant que la légitimité était reconnue, la légitimité dynastique, par exemple, était reconnue, ou celle du droit divin, de l'essence religieuse, ou en partie religieuse du pouvoir, était reconnue et acceptée par un peuple qui y consentait, tout ça fonctionnait très bien, jusqu'au jour où ce consentement a été retiré, et du jour au lendemain, cette légitimité s'est effondrée. Donc à la fin, il y a toujours le peuple, et il y a toujours le consentement du peuple. Et ça, j'ai l'impression que les politiques ont tendance à l'oublier, et les magistrats, presque par nature, comme ils le faisaient sous l'Ancien Régime, ils pensent dépositaires de quelque chose de plus grand que la souveraineté du C'est pas très rassurant, cher Henri Guénaud. Mais rien n'est rassurant dans la période que nous vivons. Comment faire pour stopper l'évolution des choses, parce que si on suit le processus... Il n'y a qu'une façon de le stopper, c'est que tout le monde veuille bien s'arrêter et se mette à réfléchir. Mais oui, mais il y en a pas. Vous savez, les principales barrières à l'émergence de dictatures ou au chaos ou à la violence, elles se trouvent pas dans les lois et les règles que nous nous imposons. Moi, je ne connais aucune dictature, aucune tyrannie qui ait été empêchée par des lois, par des juridictions. Voilà, c'est quand
Prenez le nazisme, Hitler, le parti nazi, il a pas la majorité, mais il est le parti le plus important, il négocie avec une partie de la droite il a une majorité, et ensuite il va prendre le pouvoir, plus que personne ne lui a délégué ce pouvoir absolu, mais c'est un pouvoir auquel, hélas, la société allemande consent, et auquel aucune juridiction n'arrête. Vous pensez que la porte est ouverte à ça en France aujourd'hui? Mais je pense que on en est là. Je pense que la catastrophe intellectuelle et morale de notre époque, c'est que beaucoup de gens pensent que ce qui est arrivé aux époques précédentes ne peut plus nous arriver. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la nature humaine a changé, que toutes les fautes qu'ont fait nos prédécesseurs ne peuvent plus être refaites. Et du coup, toutes les barrières sont tombées. Mais ces barrières, les vraies barrières, elles sont dans la tête des citoyens, dans la tête de ceux qui exercent le pouvoir, comme dans la tête des juges. Donc, c'est la question qui a été posée, mais de façon formidablement éclairante pour moi par Camus. Hein, c'est la question de la limite. Donc, si chacun ne voit pas ce qui nous attend quand il ne se met pas de limite, alors oui, nous allons vers la catastrophe. Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je voudrais juste, c'est un peu un cri d'alarme, ce texte, c'est dire aux magistrats aussi, mais aux politiques aussi, parce que le politique qui n'a jamais rien d'autre à dire quand il y a un problème avec la justice, que la justice est indépendante, ou bien l'état de droit, enfin, quand évidemment, ça n'est pas son camp qui est concerné. Hein. Donc, ou le magistrat qui fait pareil, si vous voulez, ils jouent tous avec le feu. Voilà, c'est la pire des choses. Il faut s'arrêter, il faut regarder en face ce qui peut nous attendre. Il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Hein, j'ai dit à la fin, ça n'est peut-être que un petit avant-goût de ce qui nous attend. On a essayé d'empêcher Trump d'être candidat à l'élection présidentielle. La justice, il y a plus 90. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il a fait un parallèle avec Marine Le Pen. Est-ce qu'il lui est arrivé? Voilà, le problème, c'est il a même été condamné sur l'affaire Stormy Daniels. Bon, et il avait, je crois, 90 chefs d'incrimination. Mais ils sont pas arrivés à le rendre inéligible par la justice juste avant l'élection. Le résultat, on l'a vu, c'est que la majorité des électeurs a dit au fond, on n'en a rien à faire. Voilà, on n'en a rien à faire. Et il a promis qu'il amnistierait tous ceux qui étaient, ou qui gracierait tous ceux qui avaient participé à l'attentat du Capitole, dont certains étaient condamnés à 20 ans de prison. Il l'a fait. Voilà. Donc les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient en votant pour lui. Et ils ont laissé la justice de côté. On peut dire que l'ont piétiné, hein, d'une certaine façon, dans le pays où le droit a le statut le plus important dans la société de toutes les sociétés occidentales. C'est-à-dire presque tout se règle par le droit est partout, tout se règle devant les tribunaux. Et dans ce pays-là, eh bien, on a trouvé une majorité d'électeurs pour dire on s'en fiche. Voilà. Et donc ça n'est que le début. Enfin, je veux dire, nos sociétés occidentales, il faut voir dans quel état elles sont. Donc tout ça, en plus, alors il y a tout ce qui dans les décisions de justice trop subjectives à mon avis est ressenti par les citoyens comme trop laxistes, ne les mettant pas à l'abri de la violence qui est en train de se développer, de l'insécurité, etc. Enfin là, on pourrait faire la longue liste sur les mois qui viennent de se passer, d'autres l'ont fait, sur les condamnations absolument dérisoires de certains actes. Bon, alors encore une fois, le législateur est coupable aussi. Hein. Et puis il y a de l'autre côté la guerre qu'on fait aux politiques, ce qui ne veut pas dire que le politique ne doit pas être jugé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas être condamné, mais là, la part de subjectivité est telle, et l'entreprise de démolition, consciente ou pas, hein, est tellement importante qu'elle ne fait que nourrir le tous pourri. Et le tous pourri, il est destructeur. Oui, bien sûr. Voilà, donc si on ne prend pas conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent nos sociétés et de la dangerosité de ces sociétés et du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ah oui, on va à la catastrophe. Non, mais je pense qu'on en a conscience, mais on n'a pas les clés effectivement pour y remedier. C'est ça, Henri Guénaud, parce que si on compte sur tout le monde prend conscience, malheureusement. Non, parce que si tout le monde prenait conscience, d'abord on n'assisterait pas au spectacle auquel on assiste, entre ceux qui vomissent sur la justice, moi j'ai fait des débats avec des gens qui disaient non mais le droit on n'en a rien à faire.
Ah bon? Ah oui, des gens très sérieux, mais c'est le droit, on en a rien à foutre. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, même quand on est en colère contre la façon dont il est appliqué. Mais on peut pas s'en foutre. Sinon c'est la porte ouverte à tout. Et puis vous avez de l'autre côté des gens qui brandissent toujours les saintes écritures. C'est c'est comme sur le plan international. C'est le droit international. J'ai cité une phrase de Gaulle qui, en fait, elle était, vous savez, où a-t-on vu que l'homme avait changé? Et il disait ça en fait à propos du droit international dans le fil de l'épée. Le droit ne résout pas tout. Le droit il résout les problèmes quand tous les parties consentent, dire mais consentent à ce que les problèmes soient réglés par la justice. Alors c'est plus facile quand on peut utiliser la force légale que quand on peut pas. Mais et dans le droit international, la plupart du temps on peut pas. Enfin, en tout cas, quand on a un adversaire qu'on peut pas écraser. Et ça ne peut pas résoudre, ça ne résout pas les problèmes. Et si vous dites entre le droit et la guerre, il y a rien, alors vous avez la guerre tout le temps. Ouais. Voilà, entre le droit et la guerre, il y a la diplomatie et la politique. C'est vraiment un appel que vous lancez effectivement à travers cette tribune. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mais oui, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, parce que vous allez, vous, magistrats, le payer très cher, et nous allons, nous, citoyens, le payer très cher aussi. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Et je trouve qu'il y a il y a pas de prise de conscience, ou en tout cas on n'en tire aucune conséquence pour essayer d'avancer sur ce sujet. Il y a ceux pour qui on doit se débarrasser de tout, et puis les autres pour lesquels on ne doit toucher à rien. Parce que c'est sacré, parce que c'est commode de le faire, de se réfugier derrière vous appelez au bon sens, en fait, Henri Guénaud. Au bon sens et vite. Oui, alors c'est une forme, moi, le bon sens, c'est une formule, je me suis souvent méfié parce que on peut faire dire beaucoup de choses au bon sens. Mais hélas, maintenant, elle finit par s'imposer avec force. Tellement je trouve plus de mots. Je trouve plus de mots devant le caractère insensé. Bon sens. Voilà, insensé de la plupart des positions en présence. Philippe Guibert et Charlotte Dornelas ont des questions à vous poser. Henri Guénaud, vous restez avec nous sur Europe 1. On a beaucoup de thèmes à aborder. Puis je voudrais aussi vous faire réagir à ce livre. Je ne l'ai plus, on me l'a pris. Ah, voilà. Pour qui roule Mediapart. Voilà. Gilles Guettner était notre invité tout à l'heure. Vous m'avez déjà piqué le livre, Philippe Guibert. Juste un petit mot aussi sur Mediapart. Vous n'aurez pas le temps de le lire pendant le journal permanent. Il est 20h29. Henri Guénaud est toujours mon invité dans ce studio. Je vous voyais réagir pendant le journal permanent. Je vais prendre les phrases effectivement issues d'un long entretien de François Bayrou à nos confrères d'Aujourd'hui en France, Le Parisien. On lui pose la question, il faut évaluer les effets concrets de la guerre commerciale effectivement et des droits de douane imposés par les Américains. Que dit-il? Le risque de perte d'emploi est majeur, comme celui d'un ralentissement économique, d'un arrêt des investissements. Les conséquences seront importantes. La politique de Trump peut nous coûter plus de 0,5% du PIB. Et je vous voyais effectivement faire une moue, Henri Guénaud. Oui, non, parce que ces chiffres ne sortent en réalité de nulle part. Nous ne pouvons pas savoir à l'heure actuelle combien ça nous coûtera, et je sais que ça nous coûtera d'autant plus cher que nous entrerions dans une logique de guerre, une fois de plus, de guerre commerciale. C'est-à-dire que si on répond à cette hausse des tarifs par une hausse des tarifs pour essayer de faire mal à l'adversaire qui répondra par une hausse encore plus grande, alors là, oui, ça sera destructeur. Voilà. La première chose à faire, c'est de se calmer et de ne pas s'engager dans la guerre. Dans une surenchère, voilà. En fait. Oui, mais la guerre, c'est toujours le fruit d'une surenchère, et puis ça devient une surenchère encore pire. C'est pareil, c'est pareil que c'est la même logique que sur l'histoire de l'Ukraine. Voilà. C'est la surenchère. Pas de surenchère. La surenchère nous amène à quelque chose qui ne peut pas être bénéfique ni pour notre économie, ni pour notre société. Pourtant, Henri Guénaud, les Chinois eux-mêmes, ont réagi très vite, beaucoup plus que l'Union européenne ou les pays européens, puisqu'ils ont répliqué en disant « vous nous taxez de 34%, on vous taxe, vous Américains, de 34%. » Est-ce que le rapport de force avec Donald Trump ne fait pas partie de la négociation? Et que d'arriver devant Donald Trump en disant « on va pas faire de surenchère », il risque de rigoler un peu et de considérer qu'il a gagné par le rapport de force. Mais il aura gagné quoi? À nous de savoir répondre autrement que par la surenchère. D'abord, les Chinois, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée la meilleure idée qu'ils aient eue, mais des Chinois, ils sont au cœur d'un marché de plusieurs milliards de personnes, parce qu'il n'y a pas que la Chine, il y a toute l'Asie. Et comme en plus l'Amérique Donald Trump a beaucoup taxé les pays asiatiques, voilà. Et puis il y a la Chine, puis il y a la Russie, puis il y a tout le Sud.
Non, mais justement, la Chine, elle a une position très forte dans le Sud global aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'elle a des moyens de résister, mais je suis pas sûr qu'en allant très très loin, elle gagnera beaucoup. Elle a aussi une société qui est fragile, hein, qui veut pas, enfin, qui a des problèmes de pouvoir d'achat, de cohésion sociale. Enfin, bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Mais eux, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Et nous, et de toute façon, les guerres commerciales sont toujours des désastres pour tout le monde. Comme toutes les guerres d'ailleurs. Alors, quand on rentre chez vous, bah vous faites la guerre. Hein, mais quand on peut l'éviter, c'est mieux. Donc là, il y a autre chose à faire. Il faut d'abord bien comprendre que c'est un changement structurel auquel nous sommes confrontés, qui n'a pas commencé avec Donald Trump. Il a commencé dès Obama, qui a été très ouvertement continué et amplifié par Joe Biden. Mais non, parce que là, ça accélère beaucoup. Ça n'est pas le protectionnisme ou la protection de son économie, ça n'est pas que les tarifs douaniers. C'est les Américains. L'Amérique, les États-Unis, par exemple, c'est l'un des pays les plus protectionnistes du monde depuis toujours. Voilà, les États-Unis, ils ont gardé des instruments comme le Buy American Act depuis la Grande Dépression des années 30, et ils n'ont cessé d'ailleurs de l'amplifier. Au début, c'était, on peut pas acheter de fournitures. L'État fédéral peut pas acheter de fournitures auprès d'entreprises qui ne produisent pas sur le sol américain. Maintenant, c'est tout, même l'argent des plans de relance doit être utilisé par avec des entreprises qui produisent sur le sol américain. Alors, sauf quand il y a vraiment aucune entreprise américaine qui produit le service ou le bien dont on a besoin, mais rien que ça, c'est énorme. Alors que l'Europe est le pays qui se targue d'avoir signé le plus d'accords de libre-échange au monde, qui nous explique que chaque accord de libre-échange a été un bienfait extraordinaire, et quand vous faites la somme de ces bienfaits extraordinaires, vous tombez sur le désastre économique. Je vous renvoie au rapport Draghi pour comprendre quand même ce qui s'est passé, ce qui ne veut pas dire que le modèle américain socialement est magnifique, hein, est un modèle, mais je veux dire, la position de l'Europe dans le monde aujourd'hui, et du point de vue économique, est une position très fragile et qui n'a pas fait la preuve d'une grande réussite. C'est même exactement le contraire. Voilà, donc, mais en tout cas, on change, on bascule d'un monde qui était un monde où tout devait être lisse, ouvert, sans frontières, multilatéral, etc., à un monde qui se fracture politiquement, qui se fracture aussi économiquement. Voilà, je crois que c'est Madame Yellen qui était la secrétaire du Trésor de l'ancien du gouvernement Biden, elle avait fait un discours il y a 2-3 ans sur le changement d'optique des Américains. On n'est pas sous Trump. Elle disait, voilà, avant, notre but, c'était l'internationalisation de notre économie. Il fallait aller produire partout, avoir tisser une toile d'économie américaine, d'entreprises américaines sur l'ensemble du monde. Elle a dit, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est la sécurité qui compte. Et donc, on fait revenir le plus d'activités possible. C'est pas Trump qui a inventé ça. Hein. Aux États-Unis, et l'Europe se rend bien compte, et tous les pays et la guerre en Ukraine a été un révélateur formidable, que il y a des choses qu'on a intérêt à produire, qu'on avait laissé partir. Voilà, ça va des médicaments aux armements, en passant par toutes sortes de produits. Enfin, la question de l'industrialisation ou de la réindustrialisation, c'est une question qui était inabordable en Europe il y a encore quelques années, et qui maintenant obsède à peu près tous les pays du monde, y compris tous les pays européens. Voilà, c'est pas. Donc il faut travailler. On n'a pas le temps ce soir là, mais il faut travailler le repositionnement de nos économies dans ce nouveau monde. On est vraiment à la croisée des chemins, hein, quand on prend un peu de hauteur. Et c'est mondial, c'est-à-dire c'est pas que nous. Non, c'est pas que nous. Alors, c'est pas que nous, parce que les sociétés occidentales ont les mêmes malaises et sont au bord du désastre. Et le monde change aussi. Le monde, faut comprendre que c'est la fin de 5 siècles d'occidentalisation du monde, et que nous sommes nous entrons dans une période, j'appelle de tous les refoulés, hein. C'est-à-dire là aussi la nature humaine, hein, et la nature des choses. Il y a toutes les vieilles civilisations, tous les vieux empires, tous les vieux peuples réclament aujourd'hui de retrouver leur rôle sur la scène internationale. Oui, mais le peuvent-ils? Franchement, Henri Guénaud, le peuvent-ils aujourd'hui? Ah ben ça, oui, ils peuvent aujourd'hui. Oui, ça. Mais non, mais tous les vieux,
enfin, je veux dire, l'Iran derrière les mollahs, il y a aussi la Perse. Hein, regardez la Turquie. Alors, à mon avis, c'est même indépendant du maintien de M. Erdogan au pouvoir. Il y a une souvenez, Atatürk, c'était transformer, céder l'empire et venir et faire de la Turquie une nation. Maintenant, il y a une tendance, une aspiration ottomane qui est très importante. Voilà, et avec une volonté de réunir les peuples turcophones de l'Eurasie, voilà, de les regrouper. Beaucoup de choses se jouent d'ailleurs dans l'Eurasie. Nous oublions, nous Européens, que nous sommes une partie de ce immense continent, et que les Américains, ils ont 2 océans qui les protègent de chaque côté. Nous sommes en Eurasie. En Eurasie, il y a des Chinois, des Russes, des Iraniens, des Turcs, voilà, et chacun réclamant maintenant sa place dans l'ordre international. On est passé, on a beaucoup dit, mais on n'en tire pas les conséquences, d'un ordre bipolaire dans la guerre froide à une tentative d'ordre unipolaire après la guerre froide, qui a nié une chose, c'est que le monde devenait multipolaire, c'était un fait, même si ce monde est plus dangereux et plus instable, c'est un fait, et dans ce monde multipolaire, il y a évidemment sous-jacente la question qu'on se pose sur le protectionnisme, mais ça n'est qu'une partie de l'histoire. J'ai une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps, Henri Guénaud, question sur Mediapart. Question sur Mediapart, puisque nous avions tout à l'heure... Oui, je vous vois, Gilles Guettner, sans transition. Non, mais je vais absolument poser une question à Henri Guénaud sur Mediapart. Malheureusement, le temps nous manque. Gilles Guettner, donc, il sort ce livre que Philippe Guibert m'a volé, Pour qui roule Mediapart. Nous l'avons, je l'avais en invité tout à l'heure. Je suis comme ça. C'est très intéressant. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Vous êtes un proche de Nicolas Sarkozy. On a un peu le sentiment que Mediapart a ciblé aussi Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements, des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Vous diriez quoi, vous, des méthodes de Mediapart, Henri Guénaud? Les méthodes, Ah oui, mais toi, je pense qu'on pourrait longuement en discuter, mais sont pas tous... sont pas toujours. Je vous sens mal à l'aise. Mais oui, parce que les méthodes, voilà, ils ont leur méthode. Moi, je les approuve pas du tout. Mais vous avez déjà eu affaire à eux? Non, en fait, moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec Guy Plenel, dont je ne partage absolument aucune des convictions. J'ai fait des débats avec lui assez rudes, à propos justement de Nicolas Sarkozy, et de ce qui a pu se passer pendant le quinquennat. Maintenant, il faudrait plutôt s'interroger sur la place qu'occupe Mediapart et d'autres médias dans le système, j'allais dire, médiatico-judiciaire. Aujourd'hui, parce que, alors c'est pas moi qui l'ai Vous pensez qu'il y a des liens assez proches, disons les choses entre la justice, un auteur la justice et Mediapart, de l'estime, mais dont je ne partage aussi, avec lequel j'ai souvent des débats, qui est Alain Minc. Alain Minc a écrit il y a quelques années, je sais plus comment s'appelait son livre, il a écrit que il y avait entre ces deux groupes sociaux en déclassement, qui sont les journalistes d'un côté et les juges de l'autre, une sorte de connivence qui fait que chacun utilise l'autre pour essayer d'asseoir son pouvoir. C'est-à-dire que, boursièrement, il y a des affaires qui sortent. Alors, certaines viennent de la justice ou de certains juges. Une fois qu'elles sont sorties dans la presse, il faut bien faire une enquête préliminaire, et puis, etc. La machine se met en route. Et puis, il y a aussi des choses qui viennent de journalistes qui utilisent des méthodes que la justice ne peut pas utiliser, mais que les journalistes peuvent utiliser de toute façon au nom de la liberté de la presse et de l'investigation. On file ça à la justice. Enfin, en tout cas, il y a moi, je suis intéressé. Alors, je vais lire ce livre avec beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'il y a la vraie question que nous devons nous poser d'abord, c'est comment s'organise ce système et quel rôle y joue un média comme Mediapart, mais c'est pas le seul. Voilà, c'est bien sûr. Bon, merci beaucoup, Henri Guénaud.